Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Politique, l'année 2023, une année qui annonce bien la couleur pour les Palestiniens. Ils savent désormais parfaitement à qui ils ont affaire, non pas que par le passé ils ne savaient pas qu'ils étaient confrontés à une entité sioniste raciste et colonisatrice, en plus d'être dangereuse, mais avec la venue d'un nouveau gouvernement d'extrême droite, les choses se précisent et prennent les formes réelles, sans retouche de l'État sioniste. Ben Gvir fait sa première sortie, choisissant l'esplanade de Al-Aqsa, avec tout ce qu'elle porte en elle de symbolique pour les musulmans. Voilà qui met les feux aux poudres. Le monde s'inquiète et s'indigne. Le statu quo d'Al-Aqsa est intouchable et toute violation est jugée inacceptable, diront les États-Unis. À l'appel de plusieurs pays arabes, européens ou encore la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, ont appelé au respect de ce statu quo que l'entité sioniste tente par tous les moyens d'ignorer et de fouler sous ses pieds. Sommes-nous face à un nouveau visage du gouvernement de l'occupation sioniste? Ce sont des questions auxquelles nous tenterons de répondre. Le débat est lancé. Très bien. Alors, pour en parler ce soir avec nous, nous avons M. Jacob Cohen, écrivain et militant antisioniste. M. Jacob Cohen, vous êtes avec nous depuis Paris par Skype. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Nous avons également avec nous M. Badis Renissa, expert en questions internationales et président du think tank Émergence. M. Badis Renissa, bonsoir et merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci, c'est un plaisir. Merci. Pour commencer, M. Renissa, alors d'abord, que pensez-vous de cette prise d'assaut de l'esplanade d'Al-Aqsa en sachant pertinemment que le statu quo justement d'Al-Aqsa interdit que les non-musulmans accèdent à cette esplanade? Permettez-moi de dire effectivement que l'entité sioniste est fidèle aujourd'hui à son image, est fidèle au fait à ses perspectives et surtout à son projet sibyllin pernicieux qu'elle porte, en tout cas aujourd'hui plus que jamais avec l'émergence, comme vous l'avez dit, d'un gouvernement, je rappelle, et c'est pas un petit détail, un gouvernement le plus extrême de l'histoire de l'entité sioniste, rappelons-le. C'est dire qu'effectivement aujourd'hui, suprémaciste, et raciste et surtout colonialiste. Donc, il vient, si vous voulez, et là, vous me permettez un peu, je d'ouvrir une petite parenthèse, pour comprendre un peu en amont qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'aboutissement, effectivement, mais ce n'est que le début. On n'est pas à l'abri d'une troisième intifada aujourd'hui. Mais rappelons que c'est l'émergence de ce gouvernement tenu par un certain Benyamin Netanyahou, qui vient dans un contexte très particulier, très singulier, à savoir, il vient... ou en tout cas, il essaye de redorer son image de Premier ministre, qui a été écornée par, en tout cas d'après lui, par plusieurs défaites par le passé, qu'elle soit d'ailleurs dans sa politique intérieure, mais aussi vis-à-vis de la cause palestinienne. Donc aujourd'hui, il revient sur la scène internationale et sur la scène politique nationale avec certains compromis, je dirais, pour pas dire des compromissions, avec notamment la phalange la plus extrême de l'entité sioniste, à savoir cette orthodoxie rigoriste qui croit encore une fois au grand projet du Grand Orient, à savoir fouler le pied sur l'esplanade des grandes mosquées, mais ce n'est qu'un début, puisqu'au fait, il y a un projet beaucoup plus qui va soumettre ou écraser davantage un peuple palestinien qui vit déjà dans une prison à ciel ouvert. Oui, Monsieur Jacob, Monsieur Badis Renissa, est-ce que vous pensez que un petit peu c'est la tendance Ben Gvir qui s'installe aujourd'hui et qui s'installe avec beaucoup de force, puisqu'il le montre, il ne s'en cache pas. D'ailleurs, il tweet pour dire que de toute façon, il n'y a rien qui nous empêche d'aller vers l'esplanade d'Al-Aqsa, même pas le Hamas. C'est une réponse à Hamas. Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de comportement verse un petit peu dans ce plan du grand Israël, dans ce plan religieux surtout, à savoir donc qui commence par la judaïsation, l'épuration ethnique, religieuse, de tout ce qui respire un petit peu les Arabes de 48, et je parle des Palestiniens? Écoutez, au-delà de la judaïsation, moi, vous me permettez d'employer un mot, enfin, que j'ai employé plusieurs fois sur votre plateau, la sionisation, quasiment, en fait, de la Palestine et de même de la région. Donc, il y a un projet derrière, encore une fois, pernicieux, je pense aujourd'hui, qui va s'accélérer si rien n'est fait, encore une fois, pour stopper justement cette vague scélérate, à savoir
cette mouvance extrémiste, encore une fois, plus virulente, plus violente aussi. Rappelons-le qu'à ce jour, à mi-décembre, nous sommes quasiment à plus de 150 Palestiniens assassinés, parfois de sang-froid. Donc il y a une violence extrême, aujourd'hui réconfortée par une espèce de victoire politique intérieure dans laquelle, encore une fois je me répète, Benyamin Netanyahou devient un petit pantin puisqu'il est dans une posture d'aplat-ventriste pour pouvoir justement redorer son image et pourquoi pas avoir des victoires politiques, mais surtout militaires. Je crains le pire. J'ai parlé de la troisième intifada, mais je crains aussi, pourquoi pas, le déclenchement d'une guerre directe, frontale avec le peuple palestinien. Rappelons que Benyamin Netanyahou a plusieurs fois s'est cassé les dents, si vous permettez cette expression, avec les Palestiniens et les franges, en tout cas, résistantes de la Palestine. Mais encore une fois, on est dans une suite logique, si ce n'est que, encore une fois, il y a un virage très important, très dangereux, à savoir l'émergence de ce pouvoir, puisque le 29 décembre, les députés au Parlement ont voté et ont donné pleine confiance à ce gouvernement, encore une fois, qui est plus qu'une étiquette, à un cap, à un dogme religieux, à savoir la sionisation, à savoir écraser toute résistance, qu'elle soit d'ailleurs en Palestine, mais aussi dans les autres pays résistants. Nous l'avons vu à travers la résolution qui a été votée il y a quelques jours, mais surtout à travers le lobbying qu'ils exercent et la pression qu'ils exercent sur certains pays, notamment certains qui ont opté pour la normalisation parce qu'il y avait une prédominance d'intérêts sécuritaires au détriment de l'intérêt de la cause palestinienne juste. Oui. Monsieur Badisr Nissa, est-ce que cela veut dire qu'avec l'arrivée de l'extrême droite, et de toute façon même avant l'arrivée de l'extrême droite, la solution à deux États est enterrée, si elle ne l'est pas déjà avant? Non, je pense que c'est un gouvernement qui va jouer sur la carte de l'affrontement, si vous voulez, qu'il soit d'ailleurs politique, interne ou même externe en affaires étrangères. Vous avez vu rapidement la réaction de l'ambassadeur de l'entité sioniste à l'ONU suite à la résolution votée le 30 décembre. Il parle d'une légitimité absolue, historique, pour pas parler de terre natale. Donc effectivement, on revient un peu à l'exégèse de la Torah et donc en projection in fine à vouloir, je dirais, s'accrocher corps et âme à cette terre. Donc quitte à être encore plus violent et plus virulent que par le passé. C'est ça ce qui m'inquiète, encore une fois. Donc c'est un gouvernement qui n'aura comme langage, malheureusement, que la violence. C'est bon, effectivement, aux Nations Unies, c'est bon on va dire aux États, qu'ils soient d'ailleurs les États arabes ou les États de l'Occident, à devoir mettre un terme à cette dérive, encore une fois, ça va s'accentuer, encore une fois, et qui va converger vers, comme nous l'avons vu par le passé, à l'isolement davantage du peuple palestinien et de la cause palestinienne, encore une fois. Mais toujours est-il, c'est là où il faudra peut-être une réflexion approfondie, à savoir les mécanismes. Vous avez parlé tout à l'heure de la résolution, certainement de la résolution aussi du 30 décembre, qui effectivement donne pour mission à la Cour internationale de justice à vouloir exprimer un avis consultatif entre parenthèses. Certes, là, pareil, je reste un peu dubitatif pour la première fois, à savoir, c'est mi-figue, mi-raisin, puisque nous savons pertinemment que les résolutions se répètent et se succèdent et toujours sans résultat. Encore une énième résolution, effectivement, qui met en exergue, en tout cas, qui aura pour mission de mettre en exergue les conséquences juridiques de cette occupation. Mais la question qui se pose, et elle est fondamentale, l'occupation, elle est évidente aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de donner à un juge de reconsidérer un tueur en série dans la légalité de ces assassinats. Donc aujourd'hui, il y a un génocide, il y a un peuple en prison à ciel ouvert, il y a des persécutions, il y a même, encore une fois, un projet qui je dirais, expansionniste, qui touche encore d'autres pays dans leur sécurité, dans leur propre sécurité aujourd'hui. Donc oui, cette résolution, elle est mi-figue, mi-raisin, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que ça permet peut-être, suite à cet isolement, de peut-être repolariser l'attention de la cause palestinienne et la rendre comme question centrale. Et là, je reviens un peu, peut-être, si vous le permettez, aux accords d'Alger qui, effectivement, à l'issue du sommet arabe tenu à Alger le 1er novembre, qui mettaient justement la question palestinienne, ou en tout cas qui préconisaient vivement de remettre la question palestinienne au centre des débats
internationaux, mais surtout au centre du débat des Nations Unies. Et là, on pourrait effectivement avancer efficacement avec une volonté politique, une volonté des États, encore une fois, dénuée de tout intérêt quelconque, à savoir du troc ou même de l'intérêt sécuritaire comme certains pays voisins, mais je dirais la balle est dans le camp aujourd'hui des Nations Unies, mais surtout du monde arabe. Oui, oui, merci beaucoup, Monsieur Jacob Cohen, pour avoir donc éclairé notre lanterne, d'avoir participé à l'échange. Monsieur Jacob Cohen, je rappelle que vous êtes écrivain et militant anti-sioniste. Merci également à vous, Monsieur Badis Renissa. Vous êtes expert en questions internationales et président de Think Tank Émergence. Messieurs, merci de nous avoir enrichis. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Politique. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.